Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. Nous avons le plaisir d'accueillir ce matin Mouloud Haddir, analyste économique et membre de CARE, le Cercle d'action et de réflexion autour de l'entreprise. Mouloud Haddir, bonjour. Bonjour. La situation reste tendue sur le front de la lutte contre le Covid-19, semaine 7. J'ai envie déjà de poser la question aux citoyens et à l'analyste, l'analyse des courbes. Moi, j'ai dit hier sur ce plateau que finalement, quand on voit des pays européens qui, dans l'épidémie a démarré au même moment que l'Algérie, Pays-Bas, Norvège, la Turquie aussi, nous avons la chance d'avoir une courbe de morbidité qui reste on va pas parler en anglais, par rapport à ces pays-là. Et donc, ce serait un signe plutôt d'optimisme. Est-ce que vous partagez ce pronostic? Enfin, la seule chose que je peux dire sur ce terrain-là, que je connais très mal, c'est que, disons que pour l'instant, on touche du bois, on espère que la courbe va aller dans le bon sens, c'est-à-dire qu'elle va être descendante et qu'elle ne va pas se maintenir et qu'on va atteindre le pic, ce qu'on appelle le pic, très rapidement. Il y a des gens qui l'annoncent pour la semaine prochaine. On espère que la réalité leur donnera raison, parce que plus vite on sortira de cette crise, mieux ça vaut. Mais on peut déjà dire qu'on n'est pas sur l'itinéraire le plus catastrophique, celui des pays du sud de l'Europe. Disons que, je n'y connais rien personnellement. Dans les lectures des courbes. Par rapport à l'Italie, certainement non. Par rapport à l'Espagne ou même la France, etc., certainement non. Mais tout de même, c'est-à-dire dans le nombre de morts chez nous, même il est préoccupant. Il faut toujours... donc les gens doivent garder en tout cas ça c'est clair, le message surtout qu'il faut retenir, c'est celui-là. Il faut rester patient, etc. et garder les mesures de distanciation. Pourquoi je commence cet entretien qui va parler d'une initiative de CARE, parce que c'est l'objet de cet entretien, pour venir en soutien aux personnes qui vont être touchées, qui sont déjà touchées par le confinement, par la situation de guerre que nous vivons. Pourquoi je pose cette question? C'est parce que une des hypothèses de travail, la première, peut-être du groupe de travail de CARE que vous avez dirigé pour produire ce papier-là, c'est un peu la période où on aura besoin d'être soutenu, parce que c'est la période où on n'aura pas de revenus. Et ça va beaucoup dépendre, effectivement, de l'évolution de l'épidémie en Algérie. Donc, si on dit que la courbe est maîtrisée, relativement maîtrisée, on est à moins de 30 morts par jour depuis 7 ou 8 jours. Donc, on peut considérer, quand on voit les scénarios ailleurs, que c'est relativement... Même si on peut intégrer peut-être une partie cachée des décès qu'on ne voit pas, qui pourrait être l'équivalent de ce qui existe, on serait toujours en dessous des 50 morts par jour. Comparé, encore une fois, évidemment, c'est un drame, mais comparé à ce qui se passe ailleurs dans le monde, ça veut dire que c'est relativement maîtrisé. Est-ce que ça peut vouloir dire que la période de confinement, déjà les mesures de confinement ne vont pas s'aggraver et ne pas paralyser l'économie? Est-ce que ça peut vouloir dire ça déjà? Ne pas s'aggraver, les mesures ne pas s'aggraver. Paralyser l'économie, il faut l'espérer, il faut tout faire pour que ça soit le cas. C'est-à-dire, déjà, l'économie algérienne a subi un coup comme toutes les économies à travers le monde. Elle n'était déjà pas bien avant le coronavirus. Maintenant, c'est un coup supplémentaire avec en plus la crise qui est manifeste sur le terrain du baril de pétrole, etc., de la production pétrolière, du marché pétrolier international. Donc la situation est déjà suffisamment inquiétante. Maintenant, pour le reste, c'est-à-dire pour ce qui concerne la crise sanitaire, il faut espérer que, encore une fois, que les choses vont aller dans le bon sens, comme un peu les chiffres le laissent penser à ce stade. Mais dans tous les cas de figure, dans le meilleur des cas, c'est-à-dire il faut penser que 3 mois au minimum, de ce qui est un peu la leçon de l'expérience chinoise, qui est un peu celle que tout le monde considère à ce stade. Donc 3 mois de gel des activités économiques, c'est un minimum. Alors 3 mois, c'est un minimum. Vous avez, au début de votre papier, évoqué une étude de JP Morgan sur la moyenne de durée de vie des entreprises dans le monde, quand elles n'ont plus de revenus. Et cette moyenne-là, c'est 1 mois. Donc on est au-delà. Avec c'est exactement 27 jours. On dit 1 mois pour la commodité. Mais je pense que c'est une moyenne mondiale, ce n'est pas les États-Unis. C'est une moyenne mondiale. C'est 600 000 entreprises, etc. à travers le monde. L'étude a été faite sur 600 000 entreprises. 600 000 entreprises, donc c'est un échantillon assez consistant. Est-ce que vous diriez qu'en Algérie, on est légèrement en dessous?
Je pense qu'on peut prendre ça comme une base de travail, c'est-à-dire peut-être sans doute parce que, comme je l'ai dit déjà dès le départ, la situation des entreprises algériennes était déjà difficile avant la crise. Donc, mais disons qu'on peut prendre comme base de travail, faute de mieux. On va utiliser le jargon de sanitaire en cours en ce moment. On va dire que les entreprises algériennes développaient déjà des facteurs de comorbidité. Bon, elles étaient malades. Déjà, d'ailleurs, CARE, avec Nadir Lagoun, que vous avez reçu ici, a lui-même fait les mesures de sauvegarde, etc. Sur les mesures de sauvegarde. Sur les mesures de sauvegarde, etc. Parce qu'il faut réfléchir à l'avenir et faire en sorte que le tissu des entreprises algériennes non seulement soit protégé, mais qu'il puisse se développer pour l'avenir. Donc ça, c'est quelque chose qui est... Maintenant, bien sûr, cette crise sanitaire, c'est-à-dire aggrave tous ces facteurs-là, ça, c'est inévitable. Donc prendre le délai d'un mois, qui est un peu une référence mondiale, c'est une approche, une hypothèse très, très raisonnable. Alors, je ne déflore pas un secret en disant que CARE est essentiellement le think tank qui produit le plus en ce moment, ces dernières semaines, plusieurs papiers. On va devoir d'ailleurs parler dans les prochains jours d'un autre papier de CARE. Mais ce sujet du revenu Covid 2020 d'urgence a été déjà défloré sur le plateau de Radio M dans le cadre du cercle dans le cadre du café des experts économiques avec Ali Harbi, qui est aussi un autre membre de CARE. Et on avait déjà un peu une première idée de ce dont il s'agissait. Alors, vous avez estimé que il y a une population de 7 millions d'employés dans le secteur privé, dont 5 millions, dont 70% à peu près, devraient être concernés par cette nécessité urgente d'aide publique avec un revenu direct. Enfin, disons qu'à la base, il faut rappeler que les mesures qui ont été prises par le gouvernement dans le cadre du traitement des réponses à la crise sanitaire consistent à confiner les gens à la maison, etc. Donc, elle a un impact direct et immédiat sur l'activité économique au sens large, c'est-à-dire à travers l'ensemble du pays, tous les secteurs confondus, à part quelques-uns qui sont bien désignés, mais pour tout le reste, une grande part de l'activité économique souffre. On a vu que le gouvernement a pris des mesures pour dire la moitié des fonctionnaires restent à la maison. Mais et puis, la même mesure a été, bon, même si ça n'a pas été formulé de façon directe, mais elle semble s'appliquer dans le cas des entreprises publiques. Oui, du secteur économique public. C'est ce qui est à la limite normal. C'est une crise inattendue, etc. On ne sait pas. C'est quelque chose qui surprend l'ensemble des pays du monde. Donc il y a des mesures qui sont prises dans ce sens-là. Maintenant, il y a une autre couche de la population qu'il faut commencer à regarder. L'objet de notre papier, c'était celui-là. C'est de dire, il y a des mesures qui sont prises pour les employés du secteur public. Maintenant, il y a d'autres employés, soit du secteur privé, formelles, enfin les petites entreprises ou grandes entreprises ou entreprises moyennes du secteur privé qui vont souffrir de 0% de chiffre d'affaires, tout simplement. Voilà, ça dépend. Les hôtels, le transport, 0%. Le transport, il y a beaucoup de travaux d'artisanat, etc. Bon, parce que vous savez qu'à passer dans les villes à Alger ou dans d'autres, vous regardez, vous voyez que les locaux sont fermés, etc. Donc, il y a un effet direct à ce niveau. Dans les marchés, c'est-à-dire, en gros, le gouvernement et les autorités encouragent la population à ne pas se regrouper, etc. Et donc, manifestement, l'activité s'en ressent. On n'a pas d'outils de mesure exact à ce niveau, mais l'effet déjà est visuel, il est important. Alors, le problème qui se pose, c'est que ce qui est valable, le mois, disons, de résilience, de 27 jours, oui. De 27 jours, d'un mois, disons, pour simplifier les choses, pour les entreprises, on peut faire exactement le même raisonnement à l'échelle d'un ménage, etc., d'un individu qui perd son revenu. Les premiers mois, disons, on peut dire que les gens font face du mieux qu'ils peuvent, mais au bout d'un certain temps, si les mesures de confinement se poursuivent, elles ne se poursuivront pas d'ailleurs de façon correcte si ce problème n'est pas traité, parce que les gens perdent leur revenu.
Ça pose un problème. Ils sont tentés Et donc, notre de- papier consistait à faire à réfléchir à cette question-là, à essayer de mesurer, d'estimer en tout cas, sur la base de l'information existante, en tout cas avec toutes les réserves qu'on peut dire dessus, mais bon, c'est le matériau qui est disponible et c'est sur ça qu'on travaille, en disant que bon, il y a globalement, on peut estimer qu'il y a 5 millions de travailleurs qui perdent leur emploi dans le secteur privé formel et informel. Et donc cela, il faut, d'une façon ou d'une autre, apporter une réponse. Alors, on élabore des hypothèses, bien entendu, on n'est pas les autorités, etc. C'est elles qui sont aux affaires et c'est elles qui ont à prendre la décision. Je ne sais pas mais disons que nous, on pointe le problème. Après, les façons de le traiter. Bon, vous n'avez pas fait que pointer le problème, vous avez développé des pistes de solutions. Et donc, pour ce volant de population, secteur privé formel et informel, d'à peu près 5 millions de personnes, vous proposez un revenu de 10 000 dinars par mois pendant 3 mois. Voilà, 10 000 dinars par mois. Bon, j'ai eu des discussions avec beaucoup de collègues, d'amis, etc., ou même des gens qui m'ont écrit. C'est une somme relativement faible. Mais disons que c'est un minimum. C'est quelque chose sur lequel on peut travailler. Mais c'est pas individu, c'est pas par ménage, il faut le préciser. C'est pas l'individu à ce stade. Maintenant, on peut travailler aussi par ménage. J'ai un ami qui a fait un travail là-dessus, etc., qui lui opte pour 3 millions de ménages. Bon, c'est un autre calcul. Une autre approche. Disons que on peut développer on peut approcher le problème sous plusieurs angles. Je ne peux pas dire, etc., quel est le meilleur angle possible, etc., le plus efficace. Mais disons que l'idée, c'est simplement d'essayer d'estimer la population avec un montant. Bon, si le gouvernement peut donner plus, c'est-à-dire personne ne va protester. Alors, quand on cumule 5 millions de personnes qui auraient besoin de ce revenu Covid de 2020, 10 000 dinars par mois, sur 3 mois, ça donne quoi en termes d'enveloppe globale à débourser? Ça donne 150 milliards de dinars. Ce qui, disons, en termes d'ordre de grandeur par rapport à ce que... c'est juste pour vous donner un chiffre comme ça pour illustrer. Les salaires de la fonction publique, les rémunérations annuelles de la fonction publique, c'est-à-dire des fonctionnaires, c'est à peu près, sur une base annuelle, c'est autour de 2200 milliards. Bon, si vous calculez sur la base d'un trimestre, vous divisez par 4, donc on est à peu près dans les 650 milliards de dinars. Donc voilà un peu pour avoir un ordre de comparaison. 650 milliards de dinars qu'il faut comparer avec les 150 avec les 4 milliards. millions de fonctionnaires. Oui, voilà, donc il faut comparer avec les 150 milliards de dinars qui serait l'effort budgétaire à pourvoir additionnel, si on devait retenir la solution du revenu Covid que propose CARE. Alors, j'imagine que là aussi, tout de suite, la question qui va se poser, c'est que déjà, on est au-delà des 27 jours. Donc, une mesure comme ça, il faut la déployer rapidement. Ah oui, absolument. Ça, c'est le premier... C'est pour ça qu'en gros, moi, je pense que l'élément essentiel... On est en réanimation déjà. Voilà, là. Ça risque de commencer à poser problème dans les semaines à venir. Et donc... Ça pose déjà problème. D'une façon, ça pose déjà problème. Bon, ça, on le sait, mais disons que la société algérienne est résiliente. Bon, les gens ont l'habitude un peu mais disons qu'au bout d'un certain temps, ça peut commencer à devenir important. Et puis, dans ce domaine-là, il y a l'importance du message, c'est-à-dire à partir du moment où on prend la décision, même si la mise en œuvre va prendre un peu de temps, bon, les gens sont un peu plus calmes, etc. Même si je sais que je vais recevoir un revenu dans 1 mois, 2 mois ou même dans les 3 mois, c'est-à-dire je vais les recevoir. Après, je peux m'organiser, etc. Je peux emprunter à droite, à donc, gauche. ce que vous dites là, Mahmoud Hedel, c'est que le plus important, c'est de s'approprier une proposition de la sorte et de la communiquer à la population. Et de communiquer avec la population. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental parce que c'est un problème qui est concret, qui est raisonnable et justifié. C'est-à-dire vous ne pouvez pas dire aux fonctionnaires « allez à la maison et je vous couvre » et vous dites au reste de la population « vous restez à la maison et vous vous débrouillez ». C'est un peu difficile. Et puis les gens,
nous sommes face à une population dont les revenus sont clairement limités. Enfin, il y a pire que ça. Enfin, il y a pire que ça. Il y a même un dispositif discriminant où on vous dit vous ne travaillez pas et on vous matraque. Hein. C'est ce que nous connaissons en ce moment à Radio M. Pour dire que le traitement discriminant, fonctionnaire, vous allez à la maison, on vous couvre. Le reste, l'État, le Trésor public ne vous concerne pas. Ça peut aller encore plus loin. Mais bon, c'est une parenthèse que je referme. Non, ce qu'il faut comprendre, c'est que, en fait, c'est presque, je dirais, une occasion, c'est-à-dire parce que très sincèrement, c'est-à-dire la question de l'informel, etc., bon, ça fait longtemps que tout le monde sait que c'est un problème. C'est malaisé, c'est-à-dire pour une administration structurée, surtout rigide comme l'administration algérienne, il faut secouer beaucoup de choses, c'est-à-dire dans les méthodes de travail, mais c'est précisément une occasion qui est là. Il faut jeter des ponts vers cette catégorie de la population et la rassurer, et d'une certaine façon, ce serait un premier pas pour la ramener petit à petit, c'est-à-dire si on a une démarche qui est un peu plus prospective, c'est-à-dire pour l'avenir, c'est quelque chose, disons qu'il faut tendre la main à tous ces gens-là, et puis leur dire que, bon, en fait, rentrer dans les circuits formels, etc., c'est tout bénéfice pour... c'est une des incidences qu'on espère de cette épidémie, c'est dans d'amener plus de gens... Je dis d'une certaine façon, à avoir comme ça... Enfin, en faisant ce papier, j'ai conscience que ce n'est pas une mesure qui est simple. Pour un tas de raisons, on peut en parler. Oui. Alors, le déploiement rapide signifie qu'on ne passe pas par la case législative, parce que s'il faut une loi, on est mal parti. Disons que ça fait partie des choses ça c'est au gouvernement à décider. À la limite, s'il faut, dans une situation d'urgence, vous prenez la mesure, encore une fois. Moi, je considère que ce qui est important, c'est d'abord le message. C'est-à-dire dire... D'ailleurs, je vous signale... Il n'y a pas que le message, il faut assurer quand même. Non, attendez. On a eu droit à des messages d'espoir qui ont été trahis rapidement. Hein. Bien entendu. D'ailleurs, je note que dans une des communications du président, les communications publiques, il a dit on laissera lui-même, et le Premier ministre lui-même, ils ont dit on laissera personne de côté. Mais maintenant, il faut embrayer sur quelque chose de concret, c'est-à-dire en disant nous sommes prêts à débourser tel montant, etc., dans telle direction. Bon, après, bien sûr, la cuisine, disons, de l'estimation, etc., il y a des services qui sont faits pour ça. C'est le gouvernement qui choisira, donc, cadre légal ou pas cadre légal, c'est à la limite entre ses mains, pour un montant donc, qui avoisinerait les 150 milliards de dinars, si on retient le scénario de Caire. Évidemment, la première question qui va se poser chez les spécialistes et les gens qui vont challenger votre proposition, c'est le financement. Oui, en fait, il n'y a pas que c'est le financement. On va en parler de toute façon. Il y a deux gros problèmes. Encore une fois, on a conscience que ce n'est pas une question simple. Surtout qu'il faut faire quelque chose en direction d'un secteur informel, c'est-à-dire que l'administration algérienne est très peu familière de ce type de cette méthode de travail. Mais bon, à un moment donné, il faut secouer un peu tout le monde. C'est un peu la situation difficile qui le dicte. Et il faut aller vers des mesures innovantes. Alors, il y a un problème qui est un problème de financement. C'est clair que les finances publiques algériennes sont mal en point. Le Premier ministre a dit que la situation est catastrophique. Ce sont ses propres mots. Et donc, tout laisse croire que c'est le cas. Mais bon, c'est une situation qui est difficile. Mais il y a un grand nombre de pays au monde qui sont dans la même situation, avec des déficits budgétaires, etc. Ils ont pris ce type de mesures. Il y a un travail, je ne l'ai pas cité dans le papier, mais c'est une information qui est venue après, il y a 2 jours. Il y a une estimation de la Banque mondiale, c'est un survey sur 126 pays, dont l'Algérie d'ailleurs, qui regarde un peu toutes les mesures qu'ils ont prises. Alors il y en a 81 sur les 126 qui ont opté pour des mesures de distribution de cash. C'est ce qui est un peu la proposition que nous faisons. Donc c'est quelque chose qui est communément utilisé dans les pays... Nous sommes dans les 34 qui ne l'ont pas fait.
Pour l'instant, disons que bon, il n'y a pas de raison de. C'est juste pour Oui, dire que c'est quelque chose. je note que même dans cela, on est malheureusement en retard. C'est quelque chose qui est. Alors, là, donc c'est le problème. On a bien compris que c'était le problème de souverain du gouvernement de financer cet effort de 150 milliards de dinars pour distribuer du cash, pour faire un peu comme les 81 pays qui l'ont déjà fait dans le monde. Mais vous avez ajouté, il peut y avoir aussi un élan de solidarité et on peut demander à la frange des salariés algériens dont le salaire est supérieur au salaire moyen, 41 000 dinars par mois, de faire un effort au prorata des revenus pour contribuer à ce financement, pour financer ceux qui n'ont ce fonds Covid. Disons qu'on a laissé ouverte 2 portes, enfin, en tout cas dans notre proposition. Si on a d'autres, bon, c'est pas exclusif, c'est juste un peu un effort, disons, de réflexion qu'on fait en disant, bon, il y a 2 façons de procéder. J'observe d'abord que actuellement, au sein du gouvernement, en tout cas au sein des autorités, il y a beaucoup de secteurs d'activité qui disent bon, on donne un mois de salaire, etc. On a ouvert un compte, disons, de solidarité, etc. L'idée, c'est de le faire de façon ordonnée et systématique. Et en fait, il y a des arguments en ce sens. En plus de la solidarité de ceux qui ont un emploi garanti, c'est-à-dire qui est maintenu vis-à-vis de ceux qui sont un peu dans la difficulté, c'est un premier. Il y a un deuxième argument, c'est de dire que c'est une situation dans laquelle on dépense beaucoup moins, pour des raisons objectives, parce que donc il y a même un certain nombre de gens qui vont faire un peu Kerr est en train de nous dire que ceux qui continuent de recevoir l'intégralité de la salaire, ils n'en ont pas besoin. Non, de la situation de confinement où nous sommes, et donc ils peuvent le partager. Non, c'est pas partagé. Disons, c'est donner quelque chose, ce qu'on dit, c'est de l'ordre de 5%. C'est pas des sommes immenses. Il ne s'agit pas de dépouiller d'abord. Il y a surtout ceux dont le salaire est faible, etc., qui devraient être exclus. Maintenant, tous les autres, ceux qui actuellement d'ailleurs sont sollicités pour intervenir, et les gens le font. Je pense que les gens le font de façon. C'est un problème qu'on comprend. Mais l'idée, c'est de le faire de façon ordonnée, sur une base il faut regarder. Encore une fois, c'est une proposition qu'on fait. Maintenant, donc, ce serait un peu créer une PCH, pharmacie centrale des hôpitaux, pour les dons en argent, quoi. Si vous voulez le présenter. Mais disons qu'il faut faire quelque chose. En réfléchissant, si on se dit on ne veut pas aggraver le déficit public, etc. Bon, maintenant, il y a l'autre solution qui est celle de la planche à billets. En fait, une bonne partie des salaires des fonctionnaires sont adossés indirectement à la planche à billets, puisque c'est ça que depuis, avec les montants qu'on a injectés depuis les dernières années, c'est ça qui permet un peu au budget public de tourner. Donc, d'une certaine façon, pour une fois, en plus, c'est quelque chose qui est parfaitement justifié. C'est ce que font d'ailleurs beaucoup de pays au monde. Bien sûr. Et donc, c'est une solution possible. Bon, maintenant, encore une fois, ceux qui ont entre les mains le pouvoir de décision, c'est à eux à regarder quelle est la formule la meilleure, quel est le montant. Encore une fois, tout ce qu'on a avancé comme hypothèse peut être discuté, etc. Et il est discutable. Alors, le papier de Kerr, Mouloud souligne les risques, évidemment, de contournement, de fraude, etc. Parce que nous sommes dans un cas de quasi déclaratif de distribution de cash. Et donc, vous essayez de parler à ça. Vous dites qu'il faut en même temps aller vite et qu'il faut utiliser des structures et des réseaux qui existent déjà. Et c'est ce que vous proposez, c'est le mobile payment. Le mobile payment étant peut-être le canal le plus direct pour toucher les personnes ciblées. Sauf que il faut à ce moment-là trouver une formule innovante de conversion de crédit d'appel en cash. Alors il y a 2 choses, c'est-à-dire par rapport à votre remarque. D'abord, il y a un peu cette question de la façon de mettre en œuvre la disposition. Comme notre système d'information, etc., on est un pays dans lequel le taux de bancalisation est très faible. Notre connaissance des couches les plus fragiles, etc., les connaissances statistiques est très aléatoire et très sommaire. Donc,
dans l'état actuel des choses, il faut y aller de façon ouverte. Disons, en acceptant même, on peut dire même qu'on accepte un taux de fraude. De triche, si vous voulez, c'est pas de la fraude. Oui, de triche. Disons, d'un peu des de gens triche. qui ne devraient pas émarger à ce dispositif Voilà. et qui Mais maintenant, il y a des précautions qu'on peut prendre. D'abord, ce qu'on dit, c'est que on a une nouvelle base de données qui est nationale, mais qui devrait être gérée, c'est-à-dire à un niveau très décentralisé. Il faut impliquer des communes, etc., toutes les associations qui peuvent directement, disons, elles faire un peu le tri, c'est-à-dire aider d'ailleurs à vendre la mesure, parce que bon, il y a plein de gens qui vont, même quand on l'apprendra, tout le monde n'en prendra pas connaissance naturellement, etc. Vous pensez Donc, que par les temps qui courent, 10 000 dinars distribués directement par mois, dans chaque individu adulte en âge de travailler, c'est bien ça. Mineur en âge majeur, pardon. Vous sous-estimez, c'est-à-dire le fait que, bon, bien sûr, il y a une bonne partie qui va venir, il y a même des gens qui n'y ont pas de loi 112 et qui vont tenter de s'infiltrer, mais il y a certainement aussi d'autres, si vous ne faites pas la promotion du dispositif, c'est-à-dire vous allez rater une partie de la cible. Ça fonctionne comme ça. Oui, bien sûr. C'est notre société qui est ainsi faite. Mais donc il faut... et puis, il faut laisser ouvert le système. Puis en gros, par la suite, le système, c'est-à-dire peut s'auto-nettoyer, c'est-à-dire après tout... la suite, c'est 3 mois. Hein, même quand quelqu'un aura pris l'argent, si on se rend compte on peut prévoir des sanctions, on peut prévoir que chacun signe une déclaration sur l'honneur, etc., qui fait qu'il s'expose à des sanctions éventuelles, comme ça. Bien sûr, bien sûr. Donc, ce qu'il faut, c'est un peu, encore une fois, moi je dis, il faut jeter des ponts. Et puis après, il y a le travail d'ailleurs, il y a tous les services. Est-ce que c'est pas l'occasion de statistiques, etc., qui doivent travailler par la suite. C'est l'occasion peut-être de faire rentrer une partie de l'informel, de l'identifier et de le canaliser. Absolument. Maintenant, il y a l'autre aspect, c'est-à-dire qu'il y a un peu l'aspect technologique, parce qu'on a la chance maintenant d'avoir des technologies qui permettent d'atteindre une grande partie de la population. On peut considérer que toute cette population, c'est-à-dire de l'informel, tout le monde a un mobile, c'est pour ça que, disons, l'attention a été focalisée là-dessus. J'avoue d'ailleurs que sur ce terrain-là, moi je suis un peu vieux jeu, et donc je me suis appuyé sur beaucoup d'aide de beaucoup d'amis pour, disons, tenter de déblayer cette formule, etc. Bon, mais la formule, on peut l'expliquer, elle n'est pas si compliquée que ça. On proposerait, j'ai vu dans le document de Caire, une des options, ce serait de verser ce revenu direct aux opérateurs téléphoniques qui eux-mêmes le distribueraient à leurs abonnés au prorata du nombre d'abonnés qu'ils ont, etc. Oui, voilà. C'est une des propositions qui était faite. Pour décrire le système, c'est-à-dire en gros, à la base, on est parti de cette idée en se disant, aujourd'hui, il y a des opérateurs téléphoniques qui ramassent du cash à travers le système des recharges et le réseau. Alors, il y a des amis qui l'estiment, c'est-à-dire ce marché-là, à 2 milliards de dollars, c'est gigantesque, c'est très important. Et donc, c'est 200 milliards de dinars, c'est pas négligeable. Donc, l'idée, c'est de dire, on va utiliser ça, mais en fait, c'est un système qui fonctionne à l'envers, au lieu que ce soit pour pomper du cash. Et vous voyez, vous, des commerçants qui... reverse du cash contre du crédit d'appel? Parce qu'il faudrait que le système tourne, que le déploiement fonctionne. Bien sûr, ça fait partie. Vous savez, quand il y a une technologie nouvelle et qu'on se met là-dessus, c'est comme cette histoire de carte de paiement, de carte bancaire, etc., qui traîne depuis 2008 au moins. C'est ridicule. Il n'y a que personne dans l'administration, dans le système politique algérien, ne s'investisse là-dessus. Parce que les choses ne vont pas fonctionner toutes seules. Donc il faut promouvoir le système. Mais il y a toutes les raisons de supposer, d'abord par référence à des expériences étrangères, c'est quelque chose qui est aujourd'hui vulgarisé très largement à travers le monde, dans les pays développés, et singulièrement d'ailleurs dans les pays les moins développés, parce que c'est là où le système est encore plus prégnant et plus facile à mettre en œuvre. Et puis... c'est l'occasion de faire un saut qualitatif dans une période difficile. Alors bien sûr, il y a ce qu'on a proposé, c'est de s'appuyer sur les
les opérateurs de la téléphonie mobile, on peut choisir d'autres canaux, etc. On prévoit des mesures, c'est-à-dire des précautions, parce que bon, il ne faut pas que cet argent-là, en plus, parce qu'ils ont déjà beaucoup de cash, on va leur... Donc il faut que cette opération soit supervisée par les autorités bancaires, par la Banque centrale notamment, pour qu'elle contrôle que l'argent, en fait, il n'est pas gelé dans un compte. Il y a la formule mise sous verrou. Voilà, c'est un compte écrou. Un compte écrou. Et donc, on est dans le langage pénitentiaire ces derniers temps, mais on se perd dans le langage pénitentiaire. Voilà, donc c'est quelque chose c'est une précaution pour faire en sorte que ça ne serve pas, disons, encore à enrichir des gens Et puis, bon, en disant, ces mêmes opérateurs pourraient faire en sorte que tout le système soit gratuit, c'est-à-dire c'est une contribution de leur part. Bon, après... on peut passer par d'autres canaux. Il y en a qui suggèrent de passer directement par le Trésor, Encore une fois, on a déjà 4 ministères d'ailleurs qui s'occupent de l'éthique. Bon, c'est l'occasion pour eux de mettre sur un chantier qui est un chantier opérationnel, etc. Et je suis sûr qu'ils ont sans doute d'autres idées, sans doute meilleures que les miennes, pour faire fonctionner ce système. Pour nos amis auditeurs qui nous ont peut-être rejoints sur le Facebook Live un petit peu en retard, nous avons décortiqué, parce que nous arrivons à la fin de cette émission, avec Mouloud Haddir, la proposition du cercle d'action et de réflexion autour de l'entreprise pour un revenu direct, un revenu universel qui serait le revenu Covid 2020. On en a un peu décortiqué les hypothèses de travail, le contenu et les modalités de déploiement. La question vers laquelle tout le monde va se poser maintenant, parce qu'on a vu que c'est consistant, comme d'habitude, dans les propositions de CARE. Est-ce que, puisque vous avez remis cette proposition au gouvernement, est-ce qu'il y a une écoute et un retour? Pas tout. Je pense que déjà, j'ai des retours déjà de beaucoup d'amis personnels, etc. Soit des analystes, soit des gens qui réfléchissent à cette question-là. Il semble que au niveau du gouvernement, d'ailleurs, il y a une annonce qui a été faite. Bon, je sais pas, j'ai lu ça dans les journaux. On est prêt à lancer la question du mobile payment qui est bloqué depuis. Donc on va débloquer ça. Donc sans doute que si ça... Je souhaite véritablement que ça soit pris en main par les autorités, qu'elles en fassent, c'est-à-dire quelque chose qui est... Est-ce que vous avez connaissance d'une réflexion, d'un projet similaire à l'intérieur du gouvernement, enfin dans les départements on ne sait pas, il faut attendre, c'est-à-dire quelles sont les annonces qu'ils vont faire. J'ai bon espoir personnellement parce que je vois difficilement les autorités éviter de traiter ce problème, parce que sinon c'est un boomerang social qui risque de nous rebondir à tous à la figure. Je suis convaincu que ils doivent avoir des informations qu'on n'a pas nous, etc. Et que la situation est déjà suffisamment inquiétante de ce point de vue. Et puis si je dois ajouter quelque chose, d'ailleurs que nous enseignent les Chinois, puisqu'ils sont au centre du monde maintenant. Les Chinois, c'est quelqu'un qui m'a... C'est l'empire du milieu. Hein. Et non, mais c'est que dans l'idéogramme chinois qui désigne le mot crise, il a un double sens. C'est un sens de danger et d'opportunité. Et donc, c'est-à-dire en fait, nous sommes un peu à la croisée des chemins. Et comme de toute façon, le chemin des réformes en Algérie, il est long et très très dur. Je suis convaincu que de disposer d'un système, c'est-à-dire dans lequel ce pont entre l'administration économique et le système de l'informel en Algérie, le fait que ce pont-là existe, etc., et que il va certainement cafouiller au début, etc., mais on a intérêt à le travailler, à l'améliorer, à le perfectionner, à mieux connaître l'ensemble des couches défavorisées, parce que pour faire des réformes en Algérie, il va falloir traiter ce dossier du ciblage des subventions, qui est un dossier dont chacun sait qu'il est incontournable et qui ne peut pas être fait sans que la population, c'est-à-dire soit, en tout cas les couches les plus défavorisées, soient connues et bien connues et cette crise du Covid-19 nous offre l'opportunité de le faire dans l'urgence pour distribuer ce revenu nécessaire pour venir au secours, au soutien des populations qui n'ont plus de revenus et qui ne vont pas en avoir encore pendant quelques mois. Merci beaucoup, Mouloud Haddir.
Merci à d'avoir toi. été notre invité ce Merci, matin, c'était merci. très bien, très éclairant. Merci à nos amis auditeurs, nous nous retrouvons dans quelques minutes pour Marranesh Sektin, évidemment, Marranesh Sektin, sur Radio M, toute l'actualité du confinement, des réponses, des réseaux de solidarité, du télétravail, de la scolarisation des enfants, l'actualité qui domine le monde en ce moment, avec nos équipes dans quelques minutes. Merci. Alliance Assurance, plus qu'une assurance, une alliance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.